Parler des intoxications aiguës chez l'enfant. Je vais juste essayer de mettre ça en route. Voilà, je pense que ça marche, c'est bon. Bien, donc rebonjour, chers amis, chers confrères. Donc, comme je l'ai dit, on m'a demandé de traiter les intoxications aiguës aux urgences pédiatriques. C'est un thème qui est très vaste. Je ne vais pas avoir la prétention de vous traiter tout le sujet, c'est très lent. Donc, sinon, ce serait un précis de toxicologie. Donc, je vais essayer d'être simple, bref, et ne pas vous intoxiquer. Alors, les intoxications, comme vous le savez, elles constituent un motif qui est très fréquent d'admission aux urgences pédiatriques. En effet, les intoxications par ingestion, elles viennent en deuxième rang après les traumatismes dans un service des urgences pédiatriques. Elles sont caractérisées par leur fréquence, mais aussi par leur bénignité. Et cette bénignité, donc dans plus de 60%, ces intoxications, elles sont bénignes. Et ça s'explique par le fait que l'enfant, il est souvent entouré. Et donc, les parents vont, on va dire, arrêter ce processus d'intoxication. C'est une pathologie qui est très difficile à reconnaître parfois, parce que quand l'intoxication est rapportée par les parents, le problème est résolu, mais tout l'art est d'y penser et savoir évoquer une étiologie toxique. Donc toujours savoir y penser d'une part, et d'autre part, reconnaître les principaux toxidromes qui pourraient, dans une situation d'urgence, nous faire orienter vers cette origine toxicologique. La prise en charge, elle doit viser à éviter les hospitalisations inutiles, parce que, vu leur bénignité, dans plus de 40% des cas, l'enfant n'aura même pas besoin de consulter aux urgences pédiatriques. Et là, le CAP prend toute son importance pour éviter l'encombrement des urgences par ces enfants qui ont ingéré ou donc intoxiquent. Il faut aussi reconnaître que l'intoxication est de diagnostic difficile, parce que c'est un diagnostic qui reste quand même un diagnostic d'exclusion. Il faut d'abord éliminer les autres diagnostics avant de retenir celui de l'intoxication, et c'est c'est l'exemple par exemple du coma non fébrile auquel on est confronté aux urgences. Avant d'évoquer une étiologie toxique, il faut aussi évoquer le traumatisme, l'hématome sous-dural et les autres pathologies qui peuvent l'expliquer. Alors, une intoxication, c'est quoi? Une intoxication, c'est toute situation où on va se retrouver. C'est un état pathologique qui est secondaire à une substance qui, par ingestion, inhalation, absorption, application, injection, eh bien, elle va se développer dans l'organisme et elle peut provoquer des lésions qui sont structurelles ou fonctionnelles. Donc, les toxiques, ça peut être des produits multiples, des médicaments, des produits biologiques, d'origine végétale, d'origine chimique. Ils vont se présenter sous différentes formes, sous forme solide, liquide, sous forme de gaz, sous forme de spray. Et donc, ça explique la multitude des situations à laquelle on va se retrouver. Alors, donc les toxiques qui sont étudiés, on les reconnaît depuis quand même pas mal de temps. Et déjà au XVIe siècle, donc tout est poison et rien n'est poison, et c'est la dose qui fait le poison. Donc ça, c'est une célèbre citation qui était rapportée. Quoique, quand on revient actuellement sur ça, on dit que cette relation de toxique avec la dose n'est pas vraiment linéaire, qu'il y a des phénomènes cumulatifs, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, les intoxications chez l'enfant, elles sont très mal évaluées. Il y a très peu de publications. Et selon les données de l'OMS, les dernières données, on considère à peu près qu'il y a 45 000 décès chez les moins de 20 ans. Et 13% de ces accidents sont mortels. Et le taux de mortalité est le plus élevé chez le nourrisson avant l'âge de 1 an, avec un pic vers l'adolescence. Donc on trouve 2 pics avant 1 an, et ça s'explique par la vulnérabilité à cet âge, et un pic vers 15 ans, et c'est là où on va avoir plus des intoxications qui sont volontaires.
Alors l'association américaine, le CAP américain, lui, rapporte plus de 2 millions de cas avec 8 pour 1000 et un taux de létalité de 0,05%. Il faut dire que l'incidence de l'intoxication infantile dans les diverses études, elle est très variable. Et donc, on va trouver des taux qui varient de 0,3 jusqu'à 7 à 1%. Et la tranche d'âge la plus touchée est celle du bébé marcheur, c'est-à-dire avant l'âge de 5 ans. Et ce sont ceux qui constituent à peu près 80% de la population concernée. Alors, les intoxications aiguës chez les enfants, eh bien, c'est constitue l'accident le plus fréquent domestique rencontré, et c'est souvent des intoxications accidentelles. Donc, c'est des intoxications accidentelles et qui sont souvent à un seul produit. Et elles vont concerner surtout le moins de 6 ans, et ça s'explique à cet âge par la curiosité de l'enfant et par l'exploration de tout par la bouche. Et donc, c'est ce qui explique qu'on va beaucoup les voir avant l'âge de 6 ans. Et l'intoxication volontaire, quant à elle, elle est particulière. On va la voir beaucoup plus chez l'adolescent, et c'est souvent paucisymptomatique. Il y a un mélange de produits, et c'est souvent dans un but suicidaire, et beaucoup plus même vers un appel de l'aide chez ces enfants-là. La mortalité globale aussi, elle est très variable, mais elle reste faible chez l'enfant par rapport à l'adulte. Et ceci peut s'expliquer aussi par le fait que souvent il y a des témoins et aussi par la rapidité de consultation aux urgences pédiatriques et de la prise en charge. Alors, qu'en est-il de nos données nationales? Il faut savoir que depuis 1980, la notification des cas toxicologiques, elle est obligatoire. Et normalement, elle doit se faire soit par téléphone, soit par courrier. Or, malgré tous les efforts du CAP, on constate qu'on déclare très peu dans notre pratique quotidienne. Alors, vous voyez le chiffre rapporté par le CAP marocain sur 30 ans, donc 29 134 cas, c'est ce qui est très 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 peu. Il y a eu certes une évolution de la déclaration, puisqu'on est à 44%, les enfants constituent la population pédiatrique, 44% des cas qui sont notifiés. Et on constate aussi que la tranche d'âge qui est la plus concernée, c'est les enfants de moins de 5 ans qui constituent 15%. Et l'âge moyen de nos patients est c'est de 5 ans et on a une prédominance masculine. Et les régions qui déclarent le plus, c'est la région de Rabat, la région de Casa, et c'est là où les déclarations sont les plus importantes. Sur les cas déclarés, on note que dans la plupart des cas, et ça rejoint les données des autres séries, les intoxications étaient accidentelles. Et c'est souvent des accidents domestiques, des erreurs thérapeutiques, ou bien des produits de jardinage, les insecticides, les organophosphorés. Et la région la plus touchée dans le royaume par les intoxications aux insecticides et aux organophosphorés est la région de l'Orient. On trouve beaucoup d'intoxications aux organophosphorés. Alors, en tête de liste, les intoxications chez nos petits-enfants est dominée par l'intoxication alimentaire qui vient en premier lieu, suivie de l'intoxication médicamenteuse. On trouve ensuite les produits gazeux, en tête desquels le monoxyde de carbone. Et ça s'explique par les moyens de chauffage, l'utilisation du charbon, par les chauffe-eau défectueux. Et ensuite viennent les produits ménagers. Alors, il faut dire que les plantes aussi constituent une cause considérable d'intoxication chez nous, et ceci s'explique par la pharmacopée traditionnelle auquel ont recours les parents. Alors, la pharmacopée traditionnelle chez nous, on va retrouver tout ce qui est herboriste, tout ce qui est fraga, l'exorciste du corps étranger. Donc, il y a toute une série de soi-disant guérisseurs traditionnels. Et ces guérisseurs vont utiliser beaucoup de plantes. Alors, le chardon de glu, on trouve le harmel, on va trouver les graines de pavot, la cannelle, la nigelle. On trouve également l'huile de cad, qui est
qui est beaucoup utilisé en application cutanée. Et parfois, c'est des cocktails. Et c'est ce qui fait parfois aussi que ces intoxications par plante soient poussisymptomatiques et dont la symptomatologie, elle est très variable. Alors, le traitement, tous les patients vus au CAP déclarés au CAP avaient essentiellement bénéficié d'un traitement symptomatique. L'antidote était utilisé dans moins de 2% des cas, et ceci s'explique aussi par la non-disponibilité des antidotes dans nos services d'urgence et dans le CAP. Je vous rappelle que l'intoxication médicamenteuse la plus fréquente chez nous reste le paracétamol. Eh bien, le N-acétylcystéine n'est pas disponible et on continue toujours de se débrouiller en donnant de l'exomuc, de mucomyste par voie orale. Le taux de létalité, il est de 1,8% et le taux de séquelles, il est moins de 0,4%. Et les facteurs les plus incriminés dans les intoxications accidentelles mortelles restent dans notre contexte les plantes, suivies des pesticides, essentiellement les organophosphorés, et le monoxyde de carbone. Il faut dire que ces données ne sont pas représentatives du problème réel, vu le nombre de notifications qu'on a. Il y a même une étude qui a été faite à l'hôpital d'enfants et au service de réanimation pédiatrique. Eh bien, on a trouvé que les intoxications médicamenteuses venaient en premier lieu, dominées par le paracétamol et par les antidépresseurs tricycliques, les benzos, suivis des pesticides, raticides, et les produits ménagers venaient en troisième lieu. Alors, les produits ménagers les plus fréquents chez nous, il y a l'eau de Javel, mais ce n'est pas l'eau de Javel qui pose problème, parce que l'eau de Javel commercialisée, selon la législation, elle est à un taux de concentration qui fait qu'elle va être juste irritable et non toxique. Le produit chez nous, c'est l'eau de Javel ambulatoire. Donc, on a les marchands ambulants qui vont vendre de l'eau de Javel, et cette eau de Javel, elle est souvent associée à de l'ammoniac et à des produits beaucoup plus corrosifs. Et c'est ce qui fait la dangerosité. Parfois, on ne connaît pas aussi la constitution de cette soi-disant eau de Javel ambulante. Et puis, en dernier, vient les plantes. Souvent, les plantes sont incriminées et on n'a pas de liste. Et je me rappelle du cas d'une patiente qui était venue, qui venait de chez la Ferraga, qui était induite de produits. Et quand on a demandé à ce qu'on nous ramène ce qu'on lui a mis, elle nous a ramené toute une feuille. Et bien, sur toute la feuille, il y avait des noms bizarres de toutes les plantes. Donc, c'était vraiment un cocktail Molotov qu'elle lui avait appliqué. Alors, devant une intoxication, donc pour essayer de faire bref, parce qu'on ne va pas traiter de tous les cas et les classes d'intoxication, devant une intoxication, on va se retrouver essentiellement devant deux situations. Soit que l'intoxication, elle est connue, et c'est la situation qui est la plus facile pour un praticien, on vous le rapporte, et dans ce cas-là, l'enfant, il peut être symptomatique ou non, soit l'intoxication n'est pas connue. Et c'est là où le problème se pose. C'est reconnaître ces intoxications non connues. Pourquoi ? Parce que le pronostic va dépendre essentiellement de la rapidité de la prise en charge thérapeutique. Alors, quand est-ce qu'il faut y penser ? Il faut toujours penser aux urgences à une intoxication devant un tableau clinique qui n'est pas expliqué. Alors, souvent, on a les signes neurologiques, certes, oui, ils viennent en premier lieu, mais l'intoxication n'est pas égale seulement à une atteinte du système neurologique. Donc, il y a tous les troubles neurologiques qu'on peut avoir, coma, convulsions. Attention de porter aussi le diagnostic facile de troubles psychiatriques. Donc, il y a les tableaux hépatiques et donc un ictère devant un tableau d'hépatite. Une fois qu'on a éliminé l'hépatite A qui reste fréquente, il faut savoir penser à l'intoxication. Un tableau biologique inexpliqué, donc une acidose, devant une acidose, donc on va penser au salicylate. Et puis tous les tableaux qui surviennent le tout à coup soudain. Il était bien portant, tout à coup, il est tombé dans les pommes, il ne réagit pas, il a des troubles respiratoires, il respire d'une façon rapide. Et puis aussi savoir y penser devant une mort subite du nourrisson. Parmi les examens à demander, penser aux toxiques. Alors il ne faut pas oublier que l'intoxication est une pathologie qui est évolutive.
Et c'est ce qui fait toute la gravité. Elle peut être silencieuse au début, mais c'est une pathologie qui est évolutive. Donc attention à tout ce qui va être différé par la suite. Faire attention à l'intervalle libre. Alors dès qu'une intoxication ou une exposition à un toxique est suspectée ou bien avérée, il faut avoir une démarche rigoureuse. Et en pratique, ça doit se passer en même temps. Reconnaître l'intoxication et instaurer en parallèle une démarche diagnostique. Et puis à tout moment, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide au CAP. Il faut avoir une culture toxicologique en s'aidant des données que nous fournit le CAP concernant les intoxications les plus fréquentes, mais ne pas oublier de s'aider par le CAP. Alors, notre démarche diagnostique, elle va être bien clarifiée et elle doit se poser donc sur différentes étapes. Et l'interrogatoire, il va prendre tout son intérêt pour poser le diagnostic de cette intoxication et les questions clés à poser devant une intoxication qui est suspectée ou avérée, c'est le quoi, le quand, le où, le pourquoi et le comment. Et ces questions-là, il faut toujours les préparer avant d'appeler le CAP. C'est les questions qui vont vous poser, donc gagner du temps. Et ces questions-là sont aussi les questions que va poser le CAP à les parents qui vont consulter. Et ça permettra aussi d'éviter le recours aux urgences. Dans 40% des cas, on peut les tranquilliser et les garder à domicile. Alors, les questions qu'on va poser, quel est ce toxique? Donc, toujours essayer d'avoir la nature du toxique, ce qui est évident. Donc, ça va vous permettre de poser ne serait-ce que l'indication de l'antidote, un paracétamol, organophosphoré. Alors, si vous avez un doute, il faut essayer de faire ramener les produits par les parents. Donc, un emballage, un sachet. Dans notre contexte, il y a aussi le problème de tous les médicaments qui nous viennent de l'extérieur et de tous les produits de contrebande. Et c'est ce qui explique la fréquence aussi de ces intoxications dans les régions de l'oriental, où la contrebande elle est florissante. Alors, la nature du toxique, il faut le préciser. Donc, comment est-ce qu'il a été pris? C'est très important de préciser le mode, est-ce que par ingestion, par inhalation, par contact. Quand est-ce qu'il a été pris? Le délai est très important parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie évolutive. Il y a certains toxiques qui ont un intervalle libre. On peut avoir des malades symptomatiques comme on peut avoir des malades asymptomatiques. Très important. Ça va nous permettre au moins d'indiquer une surveillance, dès qu'on a un doute, une surveillance de 12 à 24 heures. Où est-ce que l'enfant a été retrouvé? Est-ce qu'il a été... Le plus souvent, ce sont des intoxications qui surviennent à domicile ou dans les alentours. Donc, est-ce qu'il a été retrouvé dans la salle de bain, dans le garage, dans la cuisine? Est-ce qu'il y a eu d'autres enfants avec? Est-ce qu'il y a d'autres produits? Toujours préciser la quantité, si c'est des comprimés, un liquide, le flacon. Toujours poser la question combien est-ce qu'on en avait au début et combien est-ce qu'il en reste. Nous avons aussi dans notre contexte la fâcheuse habitude de transvaser tous les produits toxiques, les produits ménagers dans des récipients à visée alimentaire. Donc aussi faire le tri dans ces produits-là. L'âge de l'enfant, le poids. En matière de toxiques, en comparaison avec l'adulte, on va raisonner en milligrammes par kilo. Est-ce que l'enfant a vomi? Est-ce qu'on l'a fait vomir aussi? Est-ce qu'il y a eu des mesures entreprises par les parents? Alors là aussi, on a la fâcheuse habitude de se retrouver avec les parents, dès qu'il y a une ingestion, une intoxication à un produit en neutre, à faire vomir l'enfant et à lui faire boire du lait. Donc ils essayent de tamponner, paraît-il, le toxique. Est-ce qu'il y a des antécédents particuliers? Donc surtout lorsque l'intoxication elle est volontaire chez l'ado, chercher est-ce qu'il n'y a pas un terrain fragile? Est-ce que ce n'est pas une énième tentative de suicide et d'appel à l'aide? Alors l'examen clinique, il se doit d'être minutieux et son but va être essentiellement d'évaluer la sévérité de l'intoxication, donc par la recherche d'une défaillance viscérale. Et puis l'examen aussi clinique, son but va être d'essayer de chercher des toxidromes, c'est-à-dire des signes cliniques qui vous évoquent un groupe pharmaceutique particulier ou un groupe de toxiques.
Alors le but de l'examen, donc, c'est chercher ces défaillances parce que la priorité première est de stabiliser le malade. On traite le patient avant de traiter le toxique. Et puis c'est intéressant pour poser ou non l'indication d'un antidote. Alors, comme je l'ai dit, il faut faire très attention. C'est une pathologie évolutive, elle est dynamique. Tenir compte du cinétique, nécessiter donc d'examens répétés et consignés. Les patients qui sont vus très tôt peuvent voir leur gravité sous-estimée. Donc, dès qu'on a un doute, gardez-les en surveillance. Et puis, il y a le problème des polyintoxications où parfois on peut être égaré parce qu'elles vont être polysymptomatiques. Alors, l'examen, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Eh bien, on va commencer par une évaluation selon la séquence ABC. Et on va chiffrer tout ce qui est chiffrable. Ça va nous permettre donc de chercher une éventuelle défaillance viscérale. Donc, examiner les voies aériennes, toujours chercher est-ce qu'il n'y a pas de l'œdème, est-ce qu'il n'y a pas un stridor, est-ce qu'il n'y a pas un bruit, est-ce qu'il n'y a pas une hypersalivation, est-ce qu'il n'y a pas des lésions corrosives. Tout ceci vous dit qu'il faut faire attention, que les voies aériennes sont touchées et qu'on peut être amené à intuber ce malade. La respiration, donc chercher s'il n'y a pas une polypnée, un enfant qui est polypnéique, qui a une respiration de Kussmaul, une acidose, ça peut nous orienter vers les salicylés. On peut avoir aussi une apnée, des bradypnées, une défaillance hémodynamique, et puis les signes neurologiques. Et tous ces signes-là, ils sont intéressants par le fait qu'ils peuvent nous orienter. Donc vers un toxique, vers un groupe de familles pharmaceutiques, et il peut poser aussi l'indication de l'administration d'un antidote dans un but diagnostique avant d'être thérapeutique aussi. Alors, une fois qu'on a cherché les défaillances viscérales et qu'on les a stabilisées parallèlement, l'examen clinique, il se voit d'être général, minutieux et répété. Alors, cet examen, il doit intéresser donc tous les organes. Et il ne faut surtout pas garder en tête que intoxication est égale défaillance du système nerveux central. Là, on peut avoir aussi bien une atteinte systémique, une atteinte d'autres organes, des signes cutanés, donc être très vigilant. L'intérêt de l'examen clinique minutieux serait aussi de grouper tous ces symptômes cliniques en ce qu'on appelle un toxidrome. Ce toxidrome, c'est l'ensemble de ces symptômes qui va nous permettre de nous orienter cliniquement vers une classe particulière de toxiques. Encore faut-il les connaître, parce que on ne trouve que ce que l'on cherche, et l'on ne cherche que ce que l'on trouve. On l'a beaucoup entendu parler de ça. Donc, d'essayer donc de grouper ces symptômes pour pouvoir nous orienter. Par exemple, si je vous dis coma calme, myosis, hypoventilation, eh bien, c'est le morphinique. C'est le dernier cas qu'on a eu aux urgences. C'était celui d'un petit de 6 ans qui a été amené à 4 heures du matin dans un tableau de coma, calme, avec bradypnée. Donc l'enfant, une fois qu'on a installé, qu'on l'a mis en condition, c'est une fois qu'il a été retourné qu'on a découvert un patch de Fenta à 75 qui était utilisé par le père, qui appartenait à l'oncle, qui était à un stade terminal d'un cancer, et on l'a utilisé à l'enfant pour une douleur survenue au niveau lombaire. S'il te plaît, Lamia, s'il te plaît, je suis là. D'accord. On m'a demandé demander d'écourter parce qu'on veut laisser 5 minutes pour la discussion. Alors, un coma agité, midriase, tachycardie, eh bien, ça nous fait évoquer un anticholinergique, vous l'avez évoqué, vous l'avez deviné. Donc, l'approche syndromique, elle est intéressante dans les situations difficiles, elle permet l'évaluation et la gravité, mais attention, le toxidrome n'a pas de spécificité. Quand c'est polysymptomatique dans les formes frustes, ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Donc ça, c'est les principaux syndromes toxidromiques qu'on doit connaître et qui nous permettent une orientation vers des toxiques. Alors, les examens paracliniques, ils vont être orientés par la situation, donc ils vont nous permettre de stabiliser un état. Donc, ça va être les gaz du sang en fonction des tableaux qui se présentent. Et puis, parfois, les analyses toxicologiques, leur but, c'est de confirmer l'intoxication. Or, ce n'est pas toujours nécessaire.
Et le CAP vous le dira toujours, ce n'est pas utile parfois au diagnostic et le résultat des analyses, il est souvent tardif. Donc on ne va pas se baser sur ces analyses-là pour prendre en charge l'enfant. Donc le criblage toxicologique va surtout intéresser les enfants qui sont graves et lorsqu'on n'a aucune orientation ou bien devant des tableaux qui sont inexpliqués ou bien devant un décès qui est inexpliqué. Alors, pour écourter, on va aller directement vers la prise en charge thérapeutique. Alors, la prise en charge thérapeutique des intoxications, elle ne va pas différer beaucoup de celle de l'adulte. Il y a des règles de base chez l'enfant qu'on le connaît tous, ne rien faire boire, ne pas faire vomir avant d'appeler le CAP. En l'absence de dose absolue, il faut toujours considérer la dose maximale et se méfier des autres produits. Alors, il faut empêcher donc, la poursuite de l'intoxication. Alors, si c'est une erreur médicamenteuse, on va arrêter toute perfusion ou administration, patch ou autre. Si on a un contact oculaire, eh bien, il faut laver. Des intoxications par pesticides, organophosphorés, produits caustiques, pensez à enlever les habits de l'enfant, à les garder dans un sac en plastique et à laver par de l'eau les zones exposées. Quand c'est une intoxication respiratoire, une intoxication au CO, évacuer l'enfant, faire respirer. Quand c'est au tube digestif, une ingestion, le cas le plus fréquent, eh bien, il faut diminuer l'absorption digestive. Alors, comment la faire diminuer? Alors, les vomissements provoqués ne sont plus d'actualité. On ne fait plus vomir l'enfant, il n'y a plus de sirop d'IPK, on n'y a plus recours. Alors, le lavage gastrique, là aussi, on revient sur le lavage gastrique. Parce qu'on a trouvé qu'il n'y a pas de bénéfice entre le fait de pratiquer ces lavages gastriques et l'effet escompté. Donc, au contraire, on a beaucoup d'accidents et de complications qui surviennent lors du lavage gastrique. Quand est-ce qu'on va indiquer le lavage gastrique? Surtout si l'enfant est vu dans l'heure qui suit, lorsque la substance met en jeu le pronostic vital, lorsque c'est une polyintoxication, surtout les polymédicaments, lorsque l'enfant prend plusieurs comprimés, ça permet de les évacuer. Alors c'est contre-indiqué bien sûr dans les caustiques, les hydrocarbures. Et il faut toujours penser à envoyer l'analyse du liquide du premier passage au centre antipoison. Alors la décontamination peut aussi se faire par le charbon actif, mais là aussi on revient dessus et on peut dire qu'il n'a quasiment plus d'indication. Donc le but c'est d'absorber tout ce qui peut être absorbable par du charbon. Alors l'élimination par les urines, ça peut se voir lorsqu'on peut donc éliminer des acides, c'est surtout le cas des salicylates et des barbituriques. On peut arriver à un stade d'hémodialyse quand c'est des insuffisances rénales sévères. Et puis là, c'est les antidotes. Je tiens à vous rassurer qu'on n'en dispose pas de tout, nous aussi. Et souvent, on travaille avec un système D. Donc, on a des pharmacies personnelles et chacun dans son coin. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien retenir des intoxications aiguës? Eh bien, le toxique, il peut être connu et l'enfant, il est asymptomatique. Alors, c'est la situation la plus fréquente. Il ne faut surtout pas sous-estimer la situation. Faire attention à l'intervalle libre, déterminer ce risque, s'aider du centre antipoison si possible. Éventuellement, si vous avez un doute, gardez le malade en surveillance. Si le toxique est connu et que le malade est symptomatique, eh bien toujours, commencez par traiter d'abord le patient avant de traiter le poison. Donc, traitement symptomatique, assurer une stabilisation des fonctions vitales, essayez de vous aider en cherchant s'il n'y a pas un toxidrome qui vous oriente. L'antidote peut constituer un test diagnostique et thérapeutique. Si vous voyez le malade tôt, pourquoi pas un lavage gastrique, antidote si disponible et surveillance. Si le toxique est suspecté et que le malade il est symptomatique, donc toujours corrigé, toxidrome, là les examens complémentaires peuvent être intéressants et l'analyse toxicologique peut être intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on doit aussi retenir? C'est aussi savoir y penser. Savoir penser à une intoxication aiguë lorsque vous avez une symptomatologie aiguë non fébrile. Lorsqu'on a une symptomatologie clinique d'évolution atypique. Lorsqu'on a un malaise du nourrisson qui est inexpliqué. Lorsqu'on a des manifestations collectives, l'exemple CO. Souvent, il est silencieux, il passe inaperçu. Lorsqu'on a des perturbations inexpliquées. Lorsqu'on a aussi un décès inattendu.
Donc la prise en charge doit être rigoureuse et il ne faut pas oublier que vous pouvez toujours vous aider d'un ami qui est le centre antipoison. Je vous remercie.